Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans ce journal de dissolution annoncée de l'Assemblée nationale. L'expert électoral Ndiaga Sylla donne son avis sur la question des élections en mi-novembre pour l'installation des députés à l'adoption du budget en décembre 2024 en mode fast-track serait l'idéal. Seulement, pour y arriver, selon lui, avec les exigences du parrainage et le dépôt des listes, un compromis entre les acteurs est nécessaire. Le député du PUR, Massata Samb, dit oui aux concertations, mais pas pour les mêmes raisons évoquées par Ndiaga Sylla. Il invite l'exécutif et le législatif à travailler ensemble. L'heure n'est pas à la dissolution de l'Assemblée nationale, estime le député, qui trouve que les priorités sont ailleurs. Dans cette édition, retour sur le Conseil des ministres d'hier avec ce vaste chamboulement dans l'administration territoriale. Rien de nouveau, estime Mamadou Albert. Selon le journaliste, chaque nouveau régime procède à des changements en fonction de l'orientation qu'il souhaite donner à son administration. Et enfin, les JO Paris 2024, la délégation sénégalaise rentre bredouille. Les athlètes sénégalais, pourtant étincelants en Afrique, n'ont pu mieux faire que leurs aînés aux Jeux Olympiques. Louis-François Mendy, Mbagnick Ndiaye ou encore Ndeye Binta Diong, tous se sont heurtés aux réalités du haut niveau. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. En bref, l'expert électoral Ndiaga Sylla trouve qu'il serait judicieux de s'inscrire dans la logique d'organiser les élections législatives anticipées au plus tôt en mi-novembre, par exemple, et d'installer la nouvelle Assemblée nationale pour qu'elle adopte le budget en décembre 2024 en mode fast-track seulement, poursuit-il, face aux exigences du parrainage et le dépôt des listes de candidats à partir de 85 jours avant la date du scrutin. Un compromis entre les acteurs est nécessaire. Il faudra l'envisager avant la dissolution, car l'article 87 de la Constitution dispose que l'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Par conséquent, il ne pourra ni voter le budget ni modifier la loi électorale, et le Conseil constitutionnel ne pourra pas torpiller les délais constitutionnels. Le député Massata Samb est contre la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce membre du Parti de l'Unité et du Rassemblement estime que le moment n'est pas opportun à la dissolution de l'institution. Massata Samb invite par ailleurs l'exécutif et le législatif à se concerter pour trouver ensemble et travailler, pour ainsi éviter tout blocage des institutions. Nous l'écoutons. Le moment bini du moment opportun pour dissoudre l'Assemblée nationale, parce que l'immédiat pour moi. Je pense que ce n'est pas le moment opportun pour dissoudre l'Assemblée nationale, parce que je pense que s'il y a concertation entre l'exécutif et les parlementaires, l'Assemblée peut continuer son travail. Priorité moi, faire Sénégal, Actuellement, les priorités sont ailleurs. La lutte contre les inondations, par exemple. Il y a aussi le vote de la loi de finances. Donc, pour moi, la concertation peut aboutir à tout. Même si le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi n'est pas majoritaire à l'Assemblée, on peut essayer de trouver un terrain d'entente avec Benno Bokk Yakaar pour qu'on puisse voter toute loi qui peut servir les Sénégalais. Je pense que c'est mieux pour le développement du pays. xool tey jii ak waa Benno Bokk Yaakaar ba nga xamante ni tey ñoom lépp lu ñu war a mën a voté muy loi boo xam day jariñ sénégalais yi ñu voté ko bu ko defee Sénégal mën a jëm kanam. En bref, Aminata Touré sort indemne de son procès face à Mansour Faye. Le tribunal a finalement débouté le beau-frère de l'ex-président de la République après le verdict qui est tombé ce jeudi. L'ex-premier ministre, qui a aussitôt réagi, dit désormais espérer que dans ce contexte de reddition des comptes, Mansour Faye s'expliquera sur ce qu'elle a qualifié de carnage financier dans le cadre des fonds Covid, avec une surfacturation constatée par la Cour des comptes de 2,749 milliards dans l'achat de riz par le ministère qu'il dirigeait. Des nominations et des affectations ont été constatées lors du dernier Conseil des ministres. Pour ce mercredi, l'administration territoriale a été rudement secouée. Un chamboulement au sommet avec l'affectation du désormais ex-gouverneur de Dakar, Alassane Sall, à Saint-Louis. À Dakar, toujours, le sous-préfet Djibi Diallo quitte ses fonctions. Un homme connu est très présent sur le terrain lors des opérations de déguerpissement. Ils font partie des cadres supérieurs de la fonction publique.
Des noms très connus du grand public de par leur implication dans l'organisation territoriale. Alassane Sall, par ailleurs gouverneur de la région de Dakar, Alioune Badara Samb, gouverneur de la région de Saint-Louis, Djibi Diallo, sous-préfet de la commune de Dakar Plateau, Abdou Khadr Diop, préfet du département de Rufisque. Une réorganisation des affectations entre sanctions et récompenses. Ils étaient très impliqués dans les opérations de déguerpissement entamées depuis des années par les autorités gouvernementales. Le sous-préfet Djibi Diallo, un homme très présent sur le terrain, très impliqué dans les opérations de déguerpissement et autres, est remplacé par Aïchatou Ndiaye Diallo, un chamboulement noté dans l'administration territoriale lors du dernier conseil des ministres. Le gouverneur Alassane lui atterrit à Saint-Louis et remplace à ce poste Alioune Badara Samb. Le préfet de Rufisque, quant à lui, Abdou Khadr Diop, est largué à Diourbel. Ces nominations, aussi nombreuses soient-elles, entrent dans le cadre normal des choses. C'est l'avis du journaliste Mamadou Sy Albert. L'analyste politique trouve que chaque nouveau régime procède à des changements en fonction de l'orientation qu'il souhaite donner à son administration. Nous l'écoutons avec Moussa Mané et Papa Sarr. Un nouveau régime a nécessairement besoin de déplacer l'administration en fonction de ses objectifs. On fait bouger les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets en fonction d'une orientation globale de l'administration. Par exemple, la lettre d'orientation Djoub-Djoubol-Djoubanti qui a été adressée aux fonctionnaires, mais elle sera exécutée par cette administration territoriale. Donc on va chercher à avoir une administration beaucoup plus imprégnée de l'esprit de cette philosophie-là, de cette gestion de l'administration, essayer d'être au plus près des populations. C'est ça, une administration de proximité. Au chapitre des nominations, toujours, les rappeurs Mortala Gueye alias Nit Doff et Landing Mbessane Seck, plus connus sous le nom de Kilifeu, ont été nommés par le président Bassirou Diomaye Faye. Le premier est nommé président du conseil d'administration du Fonds de développement des cultures urbaines et le second président du conseil d'administration du Grand Théâtre de Dakar. Tout comme le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko, les nouveaux PCA Mortala Gueye, plus connu sous le nom de Nit Doff, et Landing Mbessane Seck, alias Kilifeu, avaient aussi un maille à partir avec la justice. Artiste entrepreneur, le nouveau PCA du Fonds de développement des cultures urbaines, Nit Doff était connu pour ses positions. Tout ce qui se passe, tu n'as pas le cœur qui saigne. Des prises de position qui le rapprochent progressivement du leader des patriotes. Il ne manquait pas ainsi les occasions pour tirer sur le régime de Macky Sall. Des attaques qui seront d'ailleurs à l'origine de son mandat de dépôt en janvier 2023, poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et menaces de mort suite à une vidéo sur les autorités judiciaires du pays. Il sera élargi de prison suite à la saisine de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar par son avocat. Le rappeur bénéficie d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire, avant que la loi d'amnistie ne vienne effacer les faits qui lui étaient reprochés. Le nouveau PCA du Grand Théâtre, quant à lui, est connu pour ses contestations politiques. Membre fondateur de Y'en a marre, mouvement qui s'est battu contre le ticket présidentiel de Wade, Kilifeu et son frère du groupe de rap Kurgi ne verront pas de changement avec Macky Sall. Mais Kilifeu sera cité dans une affaire de trafic de visas à la suite de la publication d'une vidéo montrant le rappeur en train de recevoir une somme d'argent pour l'obtention de visas. Une arrestation que Ousmane Sonko va considérer comme étant une manœuvre politique. Remis en liberté provisoire, l'affaire n'est toujours pas close. Leur soutien affiché envers le PM et le leader de Pastef Ousmane Sonko aura payé. Ils sont mis aux affaires pour servir l'État. En bref, l'ancien Premier ministre Amadou Ba rend visite ce soir à l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, une visite qui entre dans le cadre de sa tournée religieuse. Ainsi, après Touba et Tivaouane, le candidat malheureux à la dernière présidentielle rencontre le chef de l'Église au Sénégal, une visite dans un contexte tendu avec les propos du Premier ministre Ousmane Sonko sur le voile et l'enseignement de l'école catholique.
Dans le but de créer un environnement de régulation propice à l'innovation technologique, à l'investissement et à la protection des utilisateurs, l'Agence des régulations des télécommunications et des postes a entamé ce jeudi de larges concertations sur la régulation des communications électroniques. Une rencontre avec toutes les parties prenantes, à savoir les régulateurs sectoriels, les opérateurs, la société civile et les utilisateurs. Des recommandations sont attendues au sortir des discussions qui seront bouclées ce vendredi. Djembombaye. Ces concertations ont permis à chacune des parties prenantes du secteur des télécommunications d'exposer devant le régulateur ses principales préoccupations. Il serait opportun de réfléchir à un allègement de certaines préoccupations du secteur. Je veux nommer par cela la réduction des délais d'autorisation d'installation de la fibre optique, l'accès aux sites avec les collectivités locales qui devient de plus en plus difficile. Le régulateur doit être un régulateur très fort. Et il ne l'est pas pour le moment, Monsieur le ministre. Et ça, nous le plaidons depuis très longtemps. Nous avons besoin que le régulateur ait des pouvoirs réels et une indépendance réelle surtout. La RTP a entrepris ses assises sur la régulation des communications électroniques afin de mieux identifier les nouveaux défis et enjeux dans l'écosystème des télécommunications. La convergence des services. La nécessité de promouvoir et d'encadrer l'innovation, la cybersécurité, la protection des données, la neutralité du net sont devenus des priorités essentielles pour garantir un environnement équitable et sûr pour les utilisateurs et les fournisseurs de services. Il est surtout question d'assurer l'adaptation du cadre réglementaire et les régimes juridiques aux exigences de l'innovation. Même si les marchés des communications électroniques sont libéralisés, une régulation appropriée permettrait de garantir des services de qualité à des tarifs soutenables pour les populations. J'exhorte les opérateurs de télécommunications à faire davantage d'efforts dans ce sens. Des recommandations sont attendues au sortir de ces journées de concertation. Dans le secteur du bâtiment au marché Grand Yoff, les commerçants sont inquiets en cause un bâtiment qui menace ruine, abritant au moins 6000 personnes. La bâtisse a été déclarée en péril depuis 2019, mais les commerçants continuent d'y mener leurs activités. Les occupants accusent la mairie de n'avoir pas la volonté d'y apporter des solutions. Reportage Papa Bandagay et Papa Diop. Marché Grand Yoff. Dans ce lieu de négoce, une problématique sérieuse continue d'installer la psychose chez les commerçants. Il s'agit de l'état défectueux du bâtiment. Rien ne va, vous pouvez le constater vous-même. Nous sommes fatigués. Dès qu'il pleut, le marché est inondé et la dalle sointe. Il n'y a aucune sécurité ici. Au premier étage du marché, c'est une partie de la dalle qui s'est affaissée il y a quelques semaines, faisant craindre le pire aux commerçants. Regardez, cela s'est produit lors de la première pluie. Heureusement qu'il n'y avait personne par ici. Les services techniques de la mairie sont venus et l'ont constaté, mais ils n'ont rien fait. Comment peuvent-ils rester dans leur bureau et nous laisser dans cette situation? C'est de leur responsabilité. Sur le toit du bâtiment, la situation est presque identique. La défectuosité de la bâtisse est quasi perceptible. Partout c'est comme ça. Personne n'ose marcher de ce côté, au risque que cela s'effondre. Face à un tel danger qui les guette au quotidien, les commerçants se sentent impuissants. Ils indexent l'autorité municipale. Lors des élections, ils viennent ici faire des promesses et après, ils ne font absolument rien. Nous sommes allés à la mairie et chez le délégué du marché, mais aucune solution. La mairie ne fait rien pour le marché. Ils doivent le rénover ou le fermer une bonne fois. Si le pire venait à se produire, la mairie en sera tenue pour responsable. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur leurs activités. De moins en moins de clients fréquentent le marché, aux grandes dames des commerçants. Les clients nous fuient car le marché est rempli d'eau.
Ces commerçants de Grand Yoff sont donc formels. Ils ne veulent qu'une seule chose, que le marché soit rénové afin qu'ils puissent enfin mener leurs activités sans aucune crainte. De son côté, la mairie de Grand Yoff dit vouloir entreprendre la réfection du marché depuis des années, mais selon l'autorité, ce sont les propriétaires des cantines qui s'y opposent. La municipalité renvoie ainsi la balle à l'autorité préfectorale. El Hadj Omar Gueye est le secrétaire municipal de la commune de Grand Yoff. Pour évacuer le marché, ça demande à ce que vraiment que vous soyez assisté par les forces publiques. Et le préfet de Dakar avait en fait convoqué une réunion dans ce sens pour pouvoir au moins arrondir les ans. Mais après le préfet a été muté, il y a un autre préfet. Et jusque-là, là où je vous parle, en tout cas, c'est en attente. Mais nous avons fait ce qu'il fallait faire. On a recensé, on a sommé et on a donné vraiment un arrêté de bâtiment en péril. Et il y a un promoteur même qui est là présent et prêt à construire. Mais là où nous sommes bloqués, c'est parce qu'il y a une partie, je peux dire, des propriétaires des cantines qui refusent complètement et qui veulent à leurs frais faire le marché. Ce que nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord sur les termes et que nous attendons l'arbitrage du préfet. Et c'est le préfet quand même qui peut demander ou bien qui peut exactement contraindre les occupants à fermer le marché. Hors de Dakar, des milliers de fidèles mourides ont sillonné les rues de Diourbel ce mardi lors de la 15e édition de la caravane du premier safar. Cet événement, initié en 2009 par le Daïra Safinatul Aman, marque l'approche de l'édition 2024 du Grand Magal de Touba, prévu le vendredi 23 août. La présence du ministre de l'Urbanisme Moussa Balla Fofana et du maire Malik Sall ainsi que d'autres personnalités publiques a été remarquée. Compte rendu Abdoulaye Faye. Dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba, des milliers de fidèles mourides ont envahi ce mardi les rues de la capitale du Baol pour la 15e édition de la caravane du premier safar, initiative du Daïra Safinatul Aman depuis 2009. La matinée a été marquée par des récitals du Saint-Coran et des khassaïd, renforçant la dimension spirituelle de l'événement. La parade a débuté après la prière de Takussan, rassemblant des fidèles mourides venus dans toutes les contrées de la commune de Diourbel. li ñu gis la rek bu ñu wane bu ñu wane seen Tuubaa lépp luñ ci jëf ci ay teraanga bu soobee ñu koy def waaye lii nag bis boo fonk bu ne da nga ko gàttandu da nga ko teeru mu waral lii ñu koy def am na ren nag bu fukki at ak juróom. Cette édition a été honorée par la présence du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires Moussa Balla Fofana et du maire Malik Fall, entre autres personnalités publiques. li soññaat waa Njaar bi soññaat suñu bopp yëpp am ni nit ñi li nga xam ne tey jii moo waral gis ñu def ñu mën ko defal suñu bopp waaye mën a def ci ñëpp seen borom et premier jour waa Njaar bi sax baabu ne ñu génne seen bopp awoon seen bopp ñu jëmmal ko di ko baax seen borom. La caravane du premier safar à Diourbel en prélude au Grand Magal de Touba prévu le 23 août prochain continue de renforcer la foi et l'unité de la communauté mouride, une tradition précieuse perpétuée avec dévotion par le Daïra Safinatul Aman. En sport, les Jeux Olympiques de Paris n'ont pas été fructueux pour la délégation sénégalaise qui espérait une belle moisson. Pourtant performant en Afrique, les athlètes sénégalais se sont heurtés à la réalité du haut niveau. Lui, François Mendy, Mbagnick Ndiaye, voire Ndebint Djong sont tous passés à côté. Le point avec Grégoire Ngom. Les Jeux Olympiques de Paris ont été très compliqués pour la délégation sénégalaise. Performant en Afrique, ils se sont heurtés aux réalités du haut niveau. Lui, François Mendy, qui avait marqué les esprits lors des séries, a été éliminé en demi-finale du 110 mètres de ces Jeux Olympiques. Il a terminé à la 3e place de son concours avec un temps de 13 secondes 34, ce qui ne lui a pas permis de se qualifier au temps. L'autre espoir, Cheikh Tidiane Diouf, a réussi l'exploit d'arriver à ce stade, mais Cheikh Tidiane Diouf n'a pas pu voir la finale du 400 mètres. Le Sénégalais a été éliminé à l'issue des demi-finales très relevées. Idem pour Mbagnick Ndiaye.
Le judoka sénégalais s'arrête en 8e de finale après sa défaite contre Gouram Toshevili. Le Sénégalais a subi un hippon après 47 secondes de combat, battu par le 2e au monde et éliminé en 8e de ces JO Paris 2024. Arrivé dans une forme olympique qu'il a fait briller récemment en France, mais surtout au championnat d'Afrique. Salissar, championne d'Afrique 2024 du triple saut, n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale. La triple sauteuse de 21 ans est allée à son 3e essai, mais n'a pas pu finir parmi les 12 meilleures performeuses. Ndeye Binta Diong, de son côté, a été également battue et éliminée pour son entrée en lice par une Égyptienne. Première sortie et première déception pour les athlètes sénégalais au JO. L'escrimeuse a été stoppée de justesse en 32e de finale. En taekwondo, les espoirs étaient également placés sur Bokar Diop. Malheureusement, Diop a été éliminé dès son entrée en lice face au Russe Lev Kornev qui représente la Serbie. La sensation sénégalaise de ces Jeux Olympiques, c'est lui, Yves Boris, très performant et combatif. Le slalomeur de 21 ans a toutefois été éliminé lors des éliminatoires de kayak cross. Malgré un bon départ, Boris a terminé 3e de son concours derrière l'Italien Giovanni Gennaro et le Polonais Mateusz Polacci. Dernière entrée en jeu ce jour, Kambesek en canoë sprint. Cette dernière termine 7e de la série 3 et manque la qualification directe pour les demi-finales. JO Paris 2024, toujours en bref, cette fois-ci, l'équipe olympique du Maroc a terminé 3e du tournoi de football en s'imposant avec la manière devant l'Égypte 6-0 ce jeudi 8 août. C'est la première médaille olympique dans l'histoire des Lionceaux de l'Atlas qui rejoignent le Ghana, le Nigeria et le Cameroun au palmarès africain. Et en basket, l'équipe de France a écarté l'Allemagne, championne du monde en titre d'un souffle 73-69 en demi-finale du tournoi olympique ce jeudi à l'Arena Bercy. Les Français affronteront le vainqueur du match entre les États-Unis et la Serbie pour s'offrir une médaille d'or olympique. Et pour terminer cette triste nouvelle pour le football africain, Issa Hayatou, ancien président de la CAF durant quasiment 30 ans, est décédé ce jeudi à Paris à 77 ans. Issa Hayatou a mené la Confédération africaine de football en occupant le poste de président de 1998 à 2017. Le Camerounais, qui a également occupé la présidence de la FIFA durant quelques mois en 2015-2016 après la démission de Sepp Blatter, a participé grandement à l'évolution du football africain. L'un des grands faits d'armes est d'avoir obtenu l'organisation de la première Coupe du Monde en Afrique en 2010 et c'était en Afrique du Sud. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve à 21h dans 7 à débattre le 20h. C'est également demain à la même heure avec toujours votre serviteur avec beaucoup de plaisir. Merci. Au revoir.